C'est avec audace que je me permets, moi, joyeux historien masculin, de présenter Catherine Lano, professeure ordinaire à l'Université de Liège, qui, avec sa fougue et son talent, va nous présenter un sujet brûlant, la place des femmes dans la vie politique de la cité. Je ne remonterai pas à la révolte des Rivageoises en 1531, mais je me permettrai d'évoquer la figure de la seule sainte liégeoise à qui nous devons une fête universelle, celle de la Fête-Dieu, en l'occurrence Julienne de Cornillon. Honneur et respect. Mais replongeons dans la vie politique liégeoise récente. Certes, l'arrondissement de Liège a compté la première députée belge, Lucie de Jardin, en 1929. Certes, la première ministre-présidente d'un gouvernement, Laurette Onkelings, en 1993. Mais son exil à Bruxelles a provoqué également le départ de Didier Reynders et causé en quelque sorte les souffrances politiques liégeoises actuelles. Catherine Lano va nous présenter le rôle des femmes dans la vie communale, leur carrière, leur place et les mesures qui ont été prises pour leur assurer une figure légitime sur les listes, en comparant le tout avec la situation dans les autres communes et autres arrondissements. Merci, Monsieur Demoulin, de cette introduction tout à votre image. Et donc, voilà, je vais essayer de relever le défi. Mesdames, Messieurs, il me faut commencer cette conférence par un aveu. Nombre d'ambitions que je pouvais afficher initialement ont, comme souvent, dû être modestement revues à la baisse, tant en fait la documentation précise sur les femmes en politique liégeoise, pas récente, mais un peu plus ancienne, mais aussi wallonne et belge, est parfois complexe à rassembler. L'histoire des femmes, les études de genre sont depuis quelques décennies maintenant à l'avant-plan de l'agenda de la recherche, mais les sources demeurent effectivement fortes et éparses. Et je dois donc remercier plusieurs archivistes qui m'ont aidé, Françoise Geris à la ville de Liège, Laetitia Delvoye à la province, mais aussi les archivistes de Charleroi, Mons et Namur pour quelques éléments comparatifs. Je dois également remercier chaleureusement les étudiants, mais en fait surtout les étudiantes, dont les travaux inédits, les mémoires inédits m'ont considérablement facilité la tâche. Vous voyez derrière moi plusieurs titres qui sont à cet égard fort éclairants. Je dois enfin souligner que mon propos s'appuiera évidemment sur les travaux en matière d'histoire des femmes en Belgique. Alors j'ai mis des historiennes et des politologues, mais il y a aussi des sociologues dans l'affaire, avec tout un ensemble de noms dont certains vous sont sûrement familiers, peut-être d'autres moins. Du côté des politologues, quelques liégeois aussi. Et comme pour toute recherche en histoire sociopolitique de la Belgique, les courriers du CRISP me sont évidemment d'un précieux secours. Alors, je vais développer cette conférence en 4 temps. D'abord, la préhistoire des femmes en politique, c'est-à-dire l'avant-première guerre mondiale. Comment Liège joue-t-elle ou non un rôle dans cette question, dans ce débat? Ensuite, l'entre-deux-guerres et l'arrivée des premières femmes conseillères communales à Liège et de 2 liégeoises au sens large à la Chambre. Bien sûr, la Seconde Guerre mondiale marque un tournant, même s'il faut attendre, vous le savez, 1948 pour que le suffrage féminin s'impose. Et j'essaierai de me demander quelles sont les femmes qui, depuis Liège, entre 1944 et les années 1990, ont pu effectivement s'imposer dans un univers qui reste fondamentalement masculin. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux venir parfois de la périphérie ou d'autres villes de la province pour gravir les échelons? Enfin, à partir de 1994 et surtout 2000, on a toute une série de mesures législatives volontaristes qui vont être prises pour forcer une meilleure représentation des femmes en politique, depuis les quotas jusqu'à la tirette intégrale. Comment Liège a-t-elle ou non promu les femmes de la cité ardente? Mais revenons à la fin du XIXe siècle, où en Belgique, les premiers mouvements féministes ne font pas du droit de suffrage ou de la participation des femmes à la vie politique leur priorité. La situation belge ne peut donc pas être comparée à celle de la Grande-Bretagne, par exemple, où le mouvement des suffragettes est précoce et où on va d'abord réclamer le droit de vote comme un moyen d'obtenir ensuite d'autres droits. Pour la première vague féministe belge, au contraire, la priorité se situe dans la lutte contre les inégalités économiques et civiles.
Et donc, on a des femmes issues essentiellement de la bourgeoisie urbaine, d'abord surtout libérales, mais de foi chrétienne, qui veulent obtenir l'accès à l'éducation et à l'instruction comme moyen d'émancipation politique. Donc, on va les voir d'abord se mobiliser pour ouvrir des écoles secondaires. C'est le cas d'Isabelle Gatti-de-Gamond, d'Henriette Dashbeck à Bruxelles, et, je vais y revenir dans un instant, de Léonie de Waha à Liège. Elle plaide aussi pour que les femmes puissent accéder aux études universitaires, ça c'est dans les années 1880, puis ensuite aux professions qui y sont liées, notamment certaines professions juridiques ou médicales. Ainsi, les objectifs de la Ligue belge pour le droit des femmes, qui est fondée en 1892, sont donc d'abord l'égalité juridique des femmes par la fin de la puissance maritale inscrite dans le Code civil Napoléon, l'égal accès au monde professionnel, puis seulement la participation à la gestion des affaires publiques. C'est un peu avant la Première Guerre mondiale qu'on voit une conjonction s'opérer entre féministes libérales et démocrates chrétiennes, les socialistes restant un peu de leur côté, pour réclamer le droit de vote féminin. Et là, il y a effectivement une influence du mouvement des suffragettes britanniques. Et par réaction aussi, face à des partis politiques qui commencent à se servir de cette question du vote des femmes comme d'un argument électoral. Les socialistes du POB, dans leur fameuse charte de Carnion de 1894, avaient inscrit le vote féminin, mais faisant alliance avec les libéraux, ils y ont renoncé pour leur plaire, parce que les libéraux, effectivement, craignaient beaucoup un vote conservateur, donc catholique, des femmes forcément croyantes. Le tribun libéral progressiste Paul Janson avait cette formule en 1902 « Si vous établissez le suffrage universel des femmes, vous aurez donné à chaque confesseur à peu près autant de voix qu'il y a de pénitents. » Alors, outre cette tendance conservatrice, les socialistes vont invoquer d'autres éléments, l'impréparation politique des femmes et leur supposé manque d'intérêt naturel. Alors l'idée de nature va revenir quand même assez souvent. Le manque d'intérêt naturel pour ces questions afin de rejeter ou de postposer le vote féminin. La Fédération nationale des femmes socialistes qui existe avale la couleuvre plus ou moins difficilement. Et de leur côté, les catholiques conservateurs brandissent, eux, le droit de vote féminin comme un épouvantail pour les libéraux et donc en réalité comme un moyen de freiner l'avènement du suffrage universel pur et simple dont ils ne veulent en réalité pas, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Alors pour autant, on sait que l'égalité politique est discutée dans certains cénacles proches de la libre pensée. C'est vrai du côté de la Ligue de l'enseignement, c'est vrai dans un certain nombre de loges maçonniques, et on voit aussi des groupes de pression se constituer. Dans le pilier chrétien, c'est une bruxelloise, Louise Van den Plas, qui va fonder le féminisme chrétien en 1902. 10 ans plus tard, les différents groupes féministes du pays vont constituer la Fédération belge pour le suffrage des femmes, un combat qui est porté aussi par ce qu'on appelait à l'époque les ligues de tempérance, c'est-à-dire les associations anti-alcooliques, parce que ces ligues établissent un lien assez étroit entre les ravages de l'alcoolisme et l'absence de femmes dans les sphères décisionnelles, susceptibles donc de prendre des mesures efficaces contre ce fléau. J'y reviendrai plus tard en parlant de Lucie de Jardin, pour laquelle c'était tout à fait sensible. Alors, comme l'écrit l'historienne Catherine Jacques, la plupart des féministes d'avant 1914 sont convaincues elles-mêmes qu'il existe des intérêts et des comportements sexués spécifiques et qu'ainsi, seules les femmes peuvent efficacement promouvoir la résolution des problèmes familiaux. Quand on dit ça, ça veut dire que, somme toute, on intériorise et qu'on accepte une certaine forme de spécificité ou de supériorité masculine. Alors, ceci étant, quand on recense les principales figures du féminisme d'avant 1914, et on peut penser à Léonie Lafontaine, Jeanne Brigode, Marthe Boel, Louise Van den Plas, Marie Popelin, Marie-Élisabeth Belpère, en fait, on constate qu'aucune d'entre elles n'est liégeoise. Bruxelles,
comme capitale est évidemment le centre de la vie politique et associative, mais il n'y a pas que des Bruxelloises dans celle que je viens de citer. Et Liège, qui est pourtant une ville universitaire par ailleurs, semble en retrait. S'il faut chercher du volontarisme féminin, c'est certainement du côté de l'instruction donnée aux jeunes filles. Déjà dans la première moitié du XIXe siècle, une maison d'éducation privée pour demoiselles est ouverte, rue Sainte-Marguerite, à destination de quelques jeunes filles de moins de 14 ans. Elle est fondée par quelqu'un dont le nom est encore aujourd'hui célèbre dans l'enseignement communal liégeois. C'est Marie-Louise de Beauvoir, née Cousin. C'est une Française d'origine. Elle arrive à Liège en 1816, son époux étant contraint à l'exil sous la Restauration pour avoir voté la mort de Louis XVI. Soucieux d'esprit critique et d'instruction en français, en calcul, en histoire, en géographie, en lecture, le programme d'études de cette école ne néglige pas la religion chrétienne qui est dispensée par un prêtre, mais elle prépare surtout les jeunes filles qui sont issues de l'aristocratie et d'une certaine bourgeoisie aisée à tenir leur rôle de mère et d'épouse. Plusieurs grandes familles de la province, mais aussi d'autres coins de Belgique et des Pays-Bas, confient leurs enfants à Madame de Beauvoir. Sa plus célèbre élève est sans conteste Léonie de Chestret de Hanef, qui est la future épouse du baron de Waha et qu'on connaît mieux comme Léonie de Waha. Alors Léonie de Waha, qui est, comme vous le savez, issue de deux familles de l'aristocratie libérale, les de Chestret et les Célis-Longchamp, combinait son libéralisme politique avec sa foi catholique. Elle est devenue veuve assez tôt, à l'âge de 31 ans en 1867, et elle décide alors de se consacrer aux œuvres sociales et à l'instruction des jeunes filles. Et avec l'aide de son ami, le bourgmestre d'Andrimont, bourgmestre de Liège, Julien d'Andrimont, elle fonde en 1868 l'Institut supérieur de demoiselles, qui va être placé d'abord sous la direction de Pauline Bracaval, et qui vise résolument à former des jeunes filles pour l'enseignement supérieur et universitaire, ce qui est totalement pionnier en Wallonie, pas à Bruxelles, puisque Isabelle Gatti de Gamon avait créé sur Bruxelles en 1864 un cours d'éducation pour filles, mais c'est juste quelques années plus tôt. Subventionné par la province de Liège dès 1879, l'Institut est repris ensuite par la ville, qui va en faire son école moyenne pour filles, avec le soutien de toute la bonne société libérale liégeoise, de Sort, Orban, Trazenster, Nagelmakers, etc. L'Institut deviendra, vous le savez, le lycée, Léonie de Waha, en 1938, qui est l'année de son déménagement de la rue des Célestines vers le boulevard d'Avroy. Et en 1912, sensibilisée à la cause wallonne dans la foulée aussi de la lettre au roi de Jules d'Estrées, Léonie de Waha va cofonder, elle n'est pas seule dans l'affaire, va cofonder l'Union des femmes de Wallonie pour favoriser le développement d'une conscience politique chez les femmes wallonnes. C'est un groupe de connotation, de coloration libérale qui se réunissait rue d'Artois, mais qui était cependant essentiellement liégeois, comme beaucoup d'organismes qui se prétendaient alors wallons, il faut bien le reconnaître. Les Liégeois avaient tendance à dire que la Wallonie, c'était eux. Ainsi, sans être reconnue comme une figure féministe de premier plan par l'historiographie, la liégeoise Léonie de Waha participe à sa manière au mouvement de promotion et des revendications politiques féminines. Après 1918, elle continuera de présider son association et puis elle écrira dans des feuilles militantes wallonnes. Elle est morte en 1926 à l'âge de 90 ans. Je dis qu'elle a cofondé l'UFW, l'Union des femmes de Wallonie, parce qu'une autre figure importante pour la vie politique liégeoise et pour l'Université de Liège doit ici être mentionnée. Il s'agit de Marguerite Orion Delchef, née en 1874, première femme étudiante en philologie romane et première titulaire d'un doctorat dans ces domaines. Alors notre équipe rectorale actuelle, qui est très désireuse de féminiser, a raison sans doute, les noms d'amphithéâtres pourraient raviver le souvenir de Marguerite Orion Delchef. Petite suggestion au passage. Après 1921, avec Marie Delcourt, qui, elle, a donné son nom déjà à la salle des fonds patrimoniaux de notre bibliothèque, Marguerite Orion Delchef a représenté Liège à la Fédération belge des femmes universitaires. Alors, elle était la fille d'un artiste et fabricant d'armes, les deux pouvaient aller de pair, qui s'appelait André Delchef. Elle avait épousé un magistrat, Alexandre Orion,
Et elle a été la secrétaire puis la présidente de l'Union des femmes de Wallonie et la principale rédactrice de son journal qui s'appelle La Femme wallonne. Et ceci m'amène à la deuxième étape de notre périple, l'entre-deux-guerres. Alors, à l'issue du conflit, les partisans et les partisanes du suffrage féminin se heurtent au ferme refus du Parti libéral et du Parti socialiste, du Parti ouvrier belge. Le suffrage féminin n'est évoqué ni par le roi Albert dans son fameux discours du trône du 22 novembre 1918, ni par le gouvernement. Lors des débats qui se tiennent à la Chambre, certains socialistes et libéraux vont défendre à titre personnel le suffrage féminin. Parmi eux, on note le futur bourgmestre de Liège, Joseph Bologne, qui est liégeois de naissance et de résidence, mais qui est alors député de Namur. Pour les élections nationales et provinciales, les femmes ne pourront pas voter, à l'exception de 3 catégories, les veuves de soldats morts durant la guerre ou de citoyens belges fusillés ou tués par l'ennemi, à défaut leurs mères, si elles sont elles-mêmes veuves et si elles ne se remarient pas. Et troisièmement, les femmes résistantes condamnées durant le conflit pour motif patriotique. Ça, c'est la loi du 19 mai 1919. Au total, cela représente 11 000 femmes environ en 1920, 7 000 en 1939, soit entre 0,3 et 0,5% de l'électorat. Alors néanmoins, si les femmes ne sont pas électrices au niveau national et provincial, elles sont éligibles à tous les niveaux par une série de lois de 1920. Et enfin, on prévoit que la décision de leur octroyer un jour, dans le futur, le droit de vote de manière généralisée, ne nécessitera pas une révision constitutionnelle, ce qui est assez lourd et complexe, mais simplement une loi spéciale, c'est-à-dire quand même une loi qui doit être votée à la majorité des 2/3, quand même qu'on ait, je dirais, convaincu beaucoup de monde. Alors les différentes associations féministes dénoncent avec force cette décision frileuse en rappelant le rôle joué par de nombreuses femmes durant la guerre. Elles sont en réalité d'autant plus en colère que certains pays voisins, on peut penser au Luxembourg, on peut penser à l'Allemagne, aux Pays-Bas, mais pas la France, comme vous le savez, ont adopté plus largement le suffrage féminin. Et donc, durant tout l'entre-deux-guerres, il va y avoir une série de pressions qui seront exercées au sein des principaux partis, des 3 principaux partis, donc le pilier catholique, le pilier libéral, le pilier socialiste. Les rapports de force semblent évoluer progressivement, mais aucun vote parlementaire ne va intervenir pendant cet entre-deux-guerres. On cherche par ailleurs en vain une liégeoise parmi les rédactrices du Catéchisme de la femme, qui est un pamphlet publié en 1932 par la Fédération nationale des femmes socialistes, précisément. Alors, ce pamphlet est signé par une Anversoise, Yvonne de Man, la famille de Henri de Man, la bruxelloise Hélène Denis, qui sera l'épouse de Georges Boï, et puis une verviétoise, dans la province de Liège, mais on n'est pas à Liège, qui s'appelait Berthe Labille et qui a été active dans le mouvement des coopératrices. Et Berthe Labille, une rue de Verviers, lui rend désormais hommage depuis l'année 2020. Et donc les femmes belges, qui sont privées du vote national et provincial, obtiennent en revanche non seulement l'éligibilité, mais aussi le droit de vote au niveau communal. C'est là-dessus que je vais m'appuyer aussi, à l'exception des prostituées et des femmes adultères. Ça, c'est la loi du 17 avril 1920. Par une loi d'août 1921, elles peuvent devenir échevins ou bourgmestres, moyennant l'autorisation explicite de leur mari. En cas de refus, elles doivent démissionner ou elles doivent citer leur mari devant le tribunal de première instance, ce qui, quand même, peut créer dans le ménage certaines difficultés. Ce faisant, les législateurs masculins ne réfléchissent pas, en fait, en termes d'égalité, mais considèrent, comme ça a été le cas au XIXe pour certaines expériences électorales pour les hommes d'ailleurs, considèrent le niveau communal comme un lieu de formation, comme un lieu de préparation, d'éducation progressive, et ici, en l'occurrence, d'éducation des femmes à la vie politique.
Il présente l'administration communale comme étant une extension de la vie familiale à la gestion de laquelle les femmes sont habituées. Car ce sont bien les rôles sociaux traditionnels qu'il s'agit de préserver. La femme est et doit rester dévouée à son foyer. Le vote étant obligatoire, en Belgique, les différents partis créent en leur sein des associations féminines qui sont chargées de la propagande au niveau communal envers les femmes, une propagande cruciale, mais qui est aussi une propagande différenciée, puisque les femmes sont supposées se préoccuper assez exclusivement de ce que l'on appellerait aujourd'hui, en anglais, le care, c'est-à-dire les soins liés aux fonctions de la vie. Alors aux élections de 1921, aux élections communales de 1921, sur l'ensemble du pays, vous avez 196 femmes élues sur 23 000 conseillers communaux au total, soit 0,85% de l'ensemble. On compte aussi 13 échevines et 6 bourgmestres, mais pas du côté de Liège. Les partis se sont par ailleurs bien gardés de placer les femmes en ordre utile, parce que ça, on aura l'occasion d'y revenir. C'est très bien de placer des femmes sur les listes, mais ça dépend où on les place aussi, pour le coup. Seuls 5% des conseils communaux en 1921 vont compter une femme en leur sein, et dans les grandes villes, parfois on en compte 2 ou 3 concomitamment, mais cela reste peu signifiant et peu susceptible d'infléchir la politique générale. En 1926, donc aux élections suivantes, le nombre de conseillères chute même à 159, donc 0,65% du total, et nombre de conseils redeviennent exclusivement masculins. À l'époque, on a mené une enquête auprès des élus, des anciennes élues, montrant que la plupart d'entre elles se sont retirées volontairement pour des raisons familiales, par découragement face au sexisme, dirait-on aujourd'hui, et par désintérêt pour la politique telle qu'elle est menée par les hommes. On voit pourtant quelques féministes militantes qui vont devenir échevines et parfois se maintenir en poste de longues années, mais le plus souvent dans des communes bruxelloises. Au milieu des années 30, toutefois, on dénombrera de nouveau à peu près 185 conseillères et une quinzaine d'échevines, une quinzaine de bourgmestres. Alors en région liégeoise, on assiste, certes, je vais y revenir, à l'élection de 2 femmes députées pendant cet entre-deux-guerres, pendant l'ensemble de l'entre-deux-guerres, mais aucun mouvement féministe réellement structuré ne se déploie, si ce n'est brièvement, de 1919 à 1921, l'Union féminine, créée par la libérale Marie Fincoeur, mais dont la liste pour les élections communales de 1921 sera écartée pour vice de forme. En réalité, c'est l'Union des femmes de Wallonie, dont j'ai déjà parlé, qui se montre la plus active jusqu'à son délitement en 1936. Avec les 2 figures, Marguerite Orion-Delchef et Marie Delcourt, cette Union des femmes de Wallonie poursuit des buts parfois paradoxaux, comme l'a démontré le mémoire d'Iris Flagotier. D'une part, favoriser une présence féminine accrue au sein du mouvement wallon militant et prôner le suffrage féminin, tout en se battant pour l'accès des filles aux études supérieures et aux métiers qui en découlent, mais de l'autre, continuer à promouvoir le rôle de la femme au foyer, ayant renoncé à ses prétentions professionnelles pour assurer sa mission première et domestique. Et donc ça peut paraître un peu contradictoire, il faut voir que toutes ne sont pas d'accord et que Marie Delcourt notamment était beaucoup plus féministe que les autres, et donc sous sa plume, on va trouver davantage, je dirais, de revendications professionnelles féminines. Marguerite Delchef utilise à plusieurs reprises le journal La Femme wallonne pour revendiquer l'extension du suffrage, mais sans réel succès. Elle va pourtant siéger au sein de ce qu'on appelle l'Assemblée wallonne. Alors l'Assemblée wallonne, c'est une sorte de parlement fantôme consultatif de Wallonie. Elle n'y représente pas Liège d'ailleurs, elle y représente Arlon, Marche, Bastogne. Et elle va claquer la porte en 1923, au moment où les fédéralistes wallons vont quitter l'Assemblée wallonne en la jugeant trop unitariste ou trop timorée. En 1921, elle avait été rejointe par une deuxième femme, qui est une artiste, écrivaine, peintre liégeoise, qui s'appelait Emma Protin, mieux connue sous le nom d'Emma Lambotte, qui est son nom d'épouse, qui est également escrimeuse, assez étonnamment, ancienne élève et biographe de Léonie de Waha,
et qui joue un rôle actif à l'Union des femmes de Wallonie, bien qu'exilée à Anvers une partie de sa vie. Mais ces femmes bourgeoises, souvent libérales, universitaires, par ailleurs très isolées, n'ont que peu de liens avec la politique communale liégeoise et les quelques conseillères qui tentent de s'y faire une place. Alors les partis ont bien vu, en prévision des élections de 21, qu'il leur fallait mieux organiser les organisations féminines et affûter leur propagande. Les socialistes et les catholiques consentent d'ailleurs de réels efforts pour placer des femmes sur leur liste, mais peu souvent en ordre utile. Le Parti libéral, lui, ne joue pas le même jeu, sauf peut-être aux élections de 1938, les dernières de l'entre-deux-guerres, où il en présentera 5 sur sa liste. Mais le Parti libéral ne comptera aucune femme conseillère communale durant l'entre-deux-guerres. Alors le vote des femmes, d'une manière générale, ne bouleverse pas clairement les rapports de force entre laïcs et cléricaux, comme on pouvait dire à l'époque, en tout cas pas autant que le Parti catholique l'aurait espéré. Au total, ce sont 40 femmes qui se présentent au suffrage à Liège, au communal à Liège, entre 1921 et 1938. Plusieurs vont devenir suppléantes et 7 seulement vont siéger effectivement durant l'entre-deux-guerres. Vous voyez ici leur nom et leur appartenance politique, dans la deuxième partie de la vignette. Je m'appuie ici sur le mémoire de Céline Jadot. Marianne Vasson-Lacrosse, dite Mayanne, qui assure un remplacement de 1922 à 1926 et donc qui siège effectivement à ce moment-là en remplacement, était déjà septuagénaire en 1921. C'est une figure marquante du mouvement coopératif socialiste liégeois, comme d'ailleurs Marguerite Laboule et Lucie de Jardin. Une autre socialiste, Marie-Joséphine Bertrand-Lénartz, a assuré un remplacement, donc a siégé effectivement durant 3 mois en 1926-27, mais sans jamais prendre la parole. La communiste Maria Paul, ouvrière d'usine, n'a, elle, que 28 ans en 1933 et est peu intervenue durant son mandat. Les communistes ne comptaient pas nécessairement sur son élection. Ils avaient 2 sièges, elle était 3e, ils en ont eu 3, et ça lui a incombé. Après son mariage, durant l'été 1937, elle se fait plus discrète encore et ne se représentera plus. La presse catholique a ironisé sur son maiden speech qui arrive très tard, en 1935, en évoquant, je cite, « la première intervention de la communiste Mademoiselle Paul », qui, toute confuse d'avoir dit devant tant d'hommes réunis des mots que personne ne comprit, devint plus rouge, ma foi, que si elle avait eu avalé un drapeau socialiste de travers. Sympathique. Quant à Julienne de Macquart-Breuer, résistante de la Première Guerre, placée en seconde position sur la liste rexiste par une stratégie électorale totalement assumée par le parti, il faut trouver des femmes, disait-on à Rex, pour ces élections communales de 1938, elle a démissionné au bout de 9 mois, sans jamais avoir réellement pesé sur le Conseil. Et puis il en reste 3, vous le voyez, les 3 dernières qui ont davantage marqué. La catholique Joséphine Guérette, femme d'œuvre, issue d'une famille armurière, est la première femme à siéger au Conseil dès 1921 et à être réélue en 1926. Elle démissionne en 1930 avec 2 autres conseillers en raison de divergences internes au groupe catholique. D'abord réservée, elle trouve progressivement sa place en interagissant sur des sujets considérés comme féminins, l'assistance publique, la prévoyance sociale, la salubrité. À sa mort en 1937, le bourgmestre Xavier Neujean, qui est un bourgmestre libéral, lui a rendu un vibrant hommage en soulignant que, je cite, « sa réputation d'excessive pudeur et d'étroitesse a été rapidement démentie et qu'elle a toujours démontré sa volonté de faire le bien en toute objectivité et sans sectarisme religieux ». Les 2 autres conseillères marquantes sont socialistes. Il y a d'abord Marguerite Houbier-Laboule, qui va siéger plus de 30 ans au Conseil communal entre 1924 et 1958, en étant à plusieurs reprises suppléante et appelée en remplacement. Membre fondatrice du mouvement féminin socialiste de Liège, très active dans les sphères dirigeantes des femmes prévoyantes socialistes et de la guilde des coopératrices, elle est l'épouse d'un important édile socialiste, c'est souvent des filles d'eux, femmes d'eux, sœurs d'eux au début, Joseph Laboule, député permanent depuis 1900, sénateur de 1928 à 1946 et même un temps ministre des Travaux publics en 1925-26. Leur fils, Gaston Laboule, sera après 1945 conseiller provincial puis député permanent.
Au Conseil, Marguerite Laboule se préoccupe surtout de questions liées à l'éducation, à la famille, à la santé, et elle se passionne notamment pour la lecture et pour la question des bibliothèques. Quant à Lucie de Jardin, je vais y revenir dans un instant puisqu'elle fut aussi députée. Elle siège de 1927 à 1940 au Conseil communal en étant de mieux en mieux placée sur la liste socialiste. Elle était 13e en 1926, 9e en 1932, 4e en 1938. Elle prend régulièrement la parole au Conseil sur des sujets considérés comme féminins, mais pas seulement, également sur des sujets de politique extérieure, sans jamais craindre de faire connaître son opposition ou de nourrir la polémique, ce qui lui vaut des attaques quelque peu misogynes de la presse. En l'occurrence, je vais citer la Gazette de Liège, donc journal catholique. Lors d'une intervention substantielle de Lucie de Jardin en 1931, le journal dira n'avoir perçu d'elle jusque-là, je cite, que des imprécations hargneuses et brutales, voire des espèces de glapissements par quoi elle se persuadait de servir la chose publique. Tant il est vrai sans doute qu'une femme du peuple et de caractère était forcément une virago. Alors qu'en est-il du Conseil provincial ? Les femmes qui sont éligibles, mais non pas électrices à ce niveau, rappelons-le, y ont-elles trouvé leur place? En fait, durant tout l'entre-deux-guerres, seules 3 femmes, toutes socialistes, vont siéger comme conseillères provinciales. La première s'appelle Élise Troclet, Élise Gérard, et son entourage masculin n'est pas étranger à son élection, c'est fréquemment le cas. Elle est la sœur du député permanent Gilles Gérard et la femme du journaliste et député Léon Troclet. Elle est conseillère de 21 à 29, son retrait coïncide avec l'élection au conseil de son fils, Léon Élie Troclet, qui fera, après 1944, une carrière sénatoriale et ministérielle. La deuxième, élue aussi dans le district de Liège, c'est Joséphine Maumers, épouse Remacle, alors j'ai un peu du mal à trouver les photos des unes et des autres, qui siège de 21 à 29 et de 32 à 35. Tout comme Lucie de Jardin et Marguerite Laboule, elle est membre du conseil d'administration des femmes prévoyantes socialistes, qui est vraiment un vivier de recrutement important. Et la troisième n'est pas liégeoise mais hutoise. Il s'agit de Juliette Dion-Sautiot, issue elle aussi des femmes prévoyantes et conseillère plus tard de 1937 à 1948. Sur le plan national, seules 6 femmes vont siéger au Parlement dans l'entre-deux-guerres, dont 3 sénatrices par le truchement de la cooptation, qui permet au parti de faire preuve de volontarisme tactique. 3 autres femmes sont députées, dont 2 liégeoises au sens large du terme. Lucie de Jardin, seule femme à la Chambre de 1929 à 1936, et Alice Adair, épouse de Gers, députée communiste de 1936 à 1946, élue en même temps que la célèbre militante socialiste antifasciste Isabelle Blum, originaire du Hainaut mais députée de Bruxelles. Alors, Lucie de Jardin, elle est née dans une famille ouvrière à Grivnier en 1875. Elle vit une enfance très difficile, exerçant diverses professions dès sa sortie de l'école primaire. Elle adhère au POB en suivant l'exemple de son frère, Joseph, qui sera député de Liège de 1909 et bourgmestre de Bénezet de 1914 à 20. Elle va fonder en 1910 la première Ligue des femmes socialistes à Liège. Durant la Première Guerre mondiale, elle est entrée en résistance au réseau de renseignement de la Dame Blanche. Elle va être arrêtée, incarcérée, transférée en Allemagne, puis libérée en décembre 1917 pour raison de santé. Après la guerre, devenue inspectrice du travail, elle milite à la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, mais s'engage aussi dans le mouvement coopératif, dans les femmes prévoyantes socialistes. Et elle intègre en 1930 à Liège la loge maçonnique Tolérance, appartenant à l'ordre mixte et international du droit humain. Alors on l'a vu, elle est conseillère communale de Liège, mais elle devient aussi la première femme élue directe au Parlement, à la Chambre en l'occurrence, où elle va se révéler très active sur divers dossiers. Les conditions de travail et de rémunération des femmes, le sort des enfants, l'éducation des filles ou encore la lutte contre l'alcoolisme, un fléau que son père lui avait fait malheureusement côtoyer de près. En 1928, elle était a priori inéligible sur la liste socialiste, mais les résultats électoraux du parti ont été bons et elle s'est retrouvée projetée à la Chambre. Si d'une manière générale, le travail parlementaire de Lucie de Jardin est apprécié, certains députés ne se privent pas d'ironiser sur ses compétences, sur son âge, elle est largement quinquagénaire à ce moment-là, et sur son célibat. Ainsi, le 3 août 1933, alors qu'elle interrompt le député communiste
Joseph Jacquemotte dans un débat de politique extérieure, celui-ci lui assène « Je suis tout à fait heureux de constater que les questions internationales commencent à intéresser Madame de Jardin. Jusqu'à présent, elle s'était surtout intéressée aux affaires de Beaudour et de Bressou. Je constate qu'avec l'âge, elle a gagné en sagesse. Mais, mademoiselle de Jardin, je vous en prie, ne vous fâchez donc pas. J'ai de trop mauvais yeux pour constater à distance, quand je parle à une femme, l'âge qu'elle a. » Débat parlementaire. Du côté de la presse, le mémoire de Sorel Thiomella, toujours en cours, montre que la médiatisation des discours de Lucie de Jardin dépend bien sûr de la ligne éditoriale des journaux. Dans les quotidiens socialistes, elle est mise en avant, mais fréquemment essentialisée, puisqu'on l'associe aux fonctions dites naturelles des femmes, c'est-à-dire aux émotions et au rôle de care. Les feuilles catholiques et libérales lui accordent relativement peu d'intérêt. Toutefois, certains journaux, comme l'hebdomadaire chrétien Le Sifflet, hebdomadaire satirique, en 1930, lui adressent des critiques sévères en raison de son parcours de vie. Et, allez, je vous cite encore un extrait. Mademoiselle de Jardin a prononcé à la Chambre une virulente conférence sur la mortalité infantile. Il est tout de même épatant que chez les socialistes, ce soit les demoiselles et dames sans enfants qui détiennent le monopole oratoire et budgétaire de la puériculture et de la mortalité infantile. Elles devraient plutôt parler de la maladie des perroquets, au moins elles s'y connaissent. On ne ferait sans doute pas un tel procès à un homme célibataire. Le féminisme de Lucie de Jardin, qu'elle ne revendiquait d'ailleurs pas, est modéré, tantôt en phase avec les féministes égalitaires, c'est-à-dire celles qui revendiquent l'égalité et non pas la complémentarité des sexes, et tantôt proche des familialistes qui défendent plutôt la différenciation et l'idéal de la femme au foyer. Mais son féminisme est surtout subordonné à la ligne du parti, à la ligne du POB, ce qui explique qu'elle ne se soit jamais réellement battue pour le vote des femmes. Après son parcours parlementaire, elle est devenue secrétaire propagandiste de la Fédération liégeoise du parti. Elle passe la Deuxième Guerre à Londres, au service du ministère du Travail. Elle revient à la Chambre en 1944-1945 en reprenant le siège de Georges Truffaut, mais décède le 28 octobre 1945. Plusieurs rues portent aujourd'hui son nom, un Athénée à Seraing et une salle de réunion à la Cité Miroir. Alors c'est une mémoire qui s'est mieux transmise que celle de l'autre députée liégeoise, Alice Adair de Gers, ce que l'historien Adrian Thomas, qui lui a consacré un portrait laudateur dans le périodique Axel très récemment, attribue entre autres au refus communiste du culte de l'individu. Bon, on peut discuter. Née à Montigny, dans une famille ouvrière elle-même, jusqu'à son mariage avec Joseph de Gers, mineure et militant communiste, elle s'installe à Seraing et s'inscrit au Parti communiste en 1931. Après un an de formation à Moscou, à l'école léniniste internationale, elle revient en Belgique. Elle participe aux grèves minières de 1932, elle milite pour le droit des femmes. Elle est élue à la Chambre en 1936, réélue en 1939. Elle a bénéficié du soutien de Joseph Jacquemotte. On a vu qu'il n'était pas très sympa avec Lucie de Jardin, mais il soutient Alice Adair. Mais ses relations sont difficiles avec Julien Lahaut. Et ces relations-là la conduisent à déménager de Seraing vers Ougrée, où elle mène liste commune avec les socialistes pour les communales de 1938. Elle est désignée échevine de l'état civil et garde ce poste jusqu'en 1952. Durant la guerre, après la rupture du pacte germano-soviétique, elle est résistante au sein du Front de l'indépendance. En septembre 1944, elle est la seule femme parlementaire communiste présente à Bruxelles et elle contribue activement à la remise en route du parti. Alors pour le propos de ce soir, je pourrais m'arrêter ici, puisque les législatives de février 1946 voient le Parti communiste l'envoyer se présenter dans le Hainaut. C'est donc comme sénatrice de l'arrondissement de Mons qu'elle siège jusqu'en 1949. Mais des différends internes et des reproches sur son manque d'assiduité conduisent à son exclusion du parti en octobre 1948. Elle sera réintégrée à sa demande en 1965 et elle n'hésitera pas à dire les difficultés d'avoir été une femme au sein du Parti communiste, mais à vrai dire, il en allait sans doute de même dans tous les partis à l'époque. On doit encore retenir qu'elle a déposé, juste après la guerre, la Seconde Guerre, donc, une proposition de loi tendant à octroyer le vote aux femmes, mais qu'on a surtout retenu le nom du sénateur catholique, dont le nom fut joint au sien, Henri Carton de Huillard, l'auteur en 1905 de La Cité ardente. Ceci m'amène au troisième temps de cette conférence, la période 1944-94. Alors à la Libération, on relance le débat sur le vote féminin dans un contexte où on met en évidence, l'affiche est extrêmement connue,
le sacrifice des femmes pendant le conflit et leurs actions de bravoure dans la résistance. Plus aucun parti ne s'oppose en réalité au vote féminin, les mentalités ont évolué. Cependant, on trouve encore dans certains journaux conservateurs des propos très critiques. Je citerai cet extrait de 1949. « Les femmes ne sont pas mûres pour participer à des scrutins, quoi qu'on dise et quoi qu'on ait fait. Beaucoup d'entre elles, une énorme majorité, se sont contentées de penser « bah, je voterai comme mon mari. Pas mariée, je voterai comme mon amie Ginette, qui connaît un député. » Sérieusement, combien d'entre vous, mesdames et mesdemoiselles, ont une claire vision de ce que sont les pouvoirs exécutifs et législatifs, la Chambre, les commissions, le gouverneur de notre province? Non. Voyez-vous, malgré tout le respect que je vous dois, je persiste dans mon attitude un rien désabusée. Que diable, vous n'êtes pas toute Jeanne d'Arc. Magnifique. Alors chez les libéraux et les socialistes, certains vont tenter de retarder un peu l'octroi du droit de vote aux femmes, toujours par peur de leur foi religieuse et de leur léopoldisme supposé en ces temps de questions royales. Mais on trouve aussi d'autres prétextes. On invoque des raisons techniques, on dit qu'il faut revoir les listes électorales. On fait semblant de s'offusquer que les femmes d'inciviques condamnées puissent voter, presque en lieu et place de leur mari. Vous voyez ici un dessin de Peel dans le Standard. Les lois passent finalement en 48 et s'appliquent aux législatives en 49. Alors les femmes ont-elles voté plus massivement catholique? Oui, jusqu'à un certain point, en 1949 et 1950, et ce déplacement de 2-3% des voix maximum par rapport au vote des hommes a eu un impact sur le retour éphémère de Léopold III, mais on ne peut pas parler de bouleversement. Alors, qu'en est-il du taux d'éligibilité des femmes? Je vais prendre ici le conseil communal de Liège comme point de départ et essayer de pister les conseillères qui ont été appelées à de plus hautes fonctions. Jusqu'aux fusions de communes intervenues en 1976, le conseil communal de Liège-Ville a accueilli 2 ou 3 conseillères communales, 4 en 1971. Ceci représente entre 5 et 10% du conseil. Lesquels ont gravi les échelons? La résistante communiste Antoinette Dezonnet-Rasquin, seule femme au Conseil de 1946 à 1949, avant d'être rejointe par 2 autres conseillères, a connu une courte carrière de députée en 49-50. La première femme à devenir échevine, et de manière très brève, est la socialiste déjà citée Marguerite Laboule, qui obtient la prévoyance sociale durant quelques semaines, entre le décès de Léon Troclet et l'installation d'un nouveau collège. Plus durable est la carrière d'échevine de la libérale Suzanne de Bruges-Jonlet, désignée en 1958 à la mort d'Olympe Gilbard, à l'état civil et aux beaux-arts et qui va rester en poste jusqu'en 1964. Alors, lors de sa prestation de serment, elle est présentée par la Meuse comme la fille d'un ardent militant libéral d'Hermal sous Argenteau et comme membre de la commission d'assistance publique, l'ancêtre du CPAS, et elle est vantée pour avoir, je cite, « apporté dans sa tâche cette sollicitude féminine qui s'attache à tous les problèmes ». On ne sait pas très bien s'il faut prendre ça comme une qualité, comme un défaut, c'est pas clair. Et le journal ajoute étonnamment, pour la circonstance, la jeune femme avait revêtu un 2 pièces en tissu imprimé avec fleurs blanches au revers. Un homme en complet veston, c'est sans doute moins intéressant. Plus sérieusement, elle tranche avec l'uniforme attendu de la femme politique qui est censée avoir un tailleur noir strict et on le lui fait remarquer. Assez élogieuse, la Gazette de Liège se réjouit de sa culture appréciable et de son esprit de tolérance. Enfin, un échevin libéral qui n'est pas franc-maçon, ajoute la Gazette de Liège. Qui n'en conclut pas moins, nul ne fera d'objection à cette nouvelle concession au féminisme politique. On comprend que Madame de Bruges a parfois dû se sentir bien seule. Il n'y a aucune échevine à Liège entre 65 et 71. Elles sont 2 au cours de la mandature suivante. La socialiste Louise Paquet-Hollange, qui a été conseillère communale provinciale et qui va être échevine de l'état civil. Et puis une commerçante libérale, Madeleine Langevin-Bertrand, à laquelle on va confier le commerce et les classes moyennes. Mais d'une manière générale, les personnalités d'envergure en province de Liège, issues de la province de Liège, féminines entre 1950 et 1975, ce ne sont pas des élus communales. 3 parlementaires socialistes doivent être mentionnés. Alice Mélin-Guillemin, originaire d'Ampsin, près d'Amet, qui est sénatrice de 54 à 61. La verviétoise Germaine Copé-Gerbinet, députée de 50 à 74, un temps vice-présidente de la Chambre, mais surtout Alex Fontaine-Borguet, qui est debout sur la première photo, députée de 48 à 65, originaire d'Ougrée, présidente des femmes permanentes socialistes, prévoyantes. Sa carrière avait commencé dans les années 30 avec Lucie Desjardins et elle avait, comme elle, su dépasser ses origines très modestes. Recalée comme échevine à Ougrée en 1938, quand la communiste Alice Adair de Gerre le devient, elle prend sa revanche sur le plan national.
Ici, je vais dire deux mots de quelqu'un qui a eu un parcours assez atypique, une femme politique sociale chrétienne, Huberte Anquet, qui était née en 1926, docteur en sciences politiques et sociales, et qui a fait une longue carrière du côté de ce qu'on appelait l'aide publique, puis au conseil du CPAS de Liège. Elle a été ensuite sénatrice dans les années 75-85, députée, et enfin sénatrice cooptée jusqu'au début des années 90, et elle se bat pour l'égalité homme-femme et la création d'un office des créances alimentaires. Elle terminera sa carrière au Conseil des femmes de Belgique qu'elle présidera, puis s'investit à Caritas Catholica et jusqu'en 2005 au conseil d'administration du CHU. Alors, les communales de 1976 marquent un tournant important puisque les fusions de communes ont reconfiguré les choses. Pierre Verjans, qui a étudié ce scrutin, indique que les libéraux et les socialistes s'étaient fixés pour objectif de faire davantage de place aux femmes, indépendamment du rapport entre les communes de la périphérie et la commune centrale. Mai 68 et la nouvelle vague féministe sont passés par là, quoique, comme le souligne la politologue Sophie van der Dussen, les mouvements féministes belges se concentrent plutôt sur les questions d'égalité salariale, d'IVG, de partage des tâches ménagères, sous l'influence d'un féminisme radical qui considère que la participation politique est un piège. C'est sans compter sur l'électrochoc qu'a constitué en 1973 le remaniement du gouvernement Le Burton, qui a fait passer à la trappe les deux seules secrétaires d'État féminines, dont la Warémienne Irène Pétry. Première femme socialiste à devenir ministre, parlementaire de 1974 à 1984, un temps présidente du Parlement de la Communauté française, celle-ci a fini sa carrière, trop méconnue, comme présidente de la Cour d'arbitrage. Bref, en 1976, on compte 15% de conseillères à Liège, 7 ou 8 sur 51, alors que la moyenne belge est à 9%. Ce chiffre ne doit pas étonner, puisque 15%, ça intègre toutes les communes du pays, y compris des communes rurales, où les femmes ont parfois plus de facilité à être échevin ou même bourgmestre qu'au devenir conseillère. Je ne dispose pas de chiffres précis pour les autres grandes villes wallonnes avant 1988, malheureusement. Parmi ces conseillères liégeoises, épinglons Laure Lermignot, la veuve de l'ancien bourgmestre libéral Maurice Destenay, décédé en 1973. On peut pointer aussi les deux échevines, la libérale Bertrand Langevin, qui rempile, et la socialiste Gilberte Évrard, conseillère provinciale sortante, dont la place en ordre utile sur la liste communale socialiste avait suscité des débats assez houleux, car elle reflétait le désir vif de Liègeville de placer forcément une femme en position d'intégrer le collège. Comme il se doit visiblement pour une dame, elle reçoit l'état civil et la population. Elle restera échevine jusqu'à sa démission en janvier 1987 pour une raison strictement privée. En effet, elle épouse alors Gilbert Mottard, gouverneur de la province de Liège, et estime qu'il s'agit là d'un conflit d'intérêts, et elle va donc démissionner, justifier son retrait politique à l'âge de 55 ans. Dans ses mémoires, Gilbert Mottard écrit « C'est d'initiative personnelle très spontanément qu'elle me fait part de sa ferme détermination d'abandonner son mandat scabinal. Il n'y a pas d'incompatibilité légale, cependant, mais il est facile d'imaginer les sujets de conversation qui auraient pu alimenter nos soirées, certes. » Beaucoup de connaissances nous félicitent, la félicitent de cette décision courageuse. Il est curieux, amusant même, dit-il, de constater que plus d'un couple exprimant en duo son approbation à la solution ainsi intervenue pourrait réfléchir et rapprocher sa propre situation de celle-là. C'est très bien, on pourrait dire aussi à Gilbert Mottard qu'il faut être deux pour constituer un couple et qu'un homme aurait pu lui aussi envisager de démissionner, mais ça, c'est une autre affaire. Les élections communales de 1982 se soldent par une alliance entre le Parti socialiste et plusieurs formations wallonnes au sein du RPSW face aux libéraux, la nouvelle force écologiste jouant les arbitres. Alors finalement, c'est une coalition RPSW écolo qui prend la violette sous l'égide d'Édouard Close. Les écolos affichent une volonté de faire de la politique autrement et ils misent sur les candidates féminines. Alors à partir de là, je suis désolée pour les photos qui parfois ne sont pas des photos qui reflètent le moment où ces dames sont devenues conseillères ou échevines. Je n'ai parfois pas trouvé des photos de l'époque. Et donc statistiquement, les écologistes savent que leur électorat vote plus volontiers pour des femmes que pour des hommes. Le conseiller Alain Lehns, futur chef de groupe écolo, interrogé par mon étudiante Florence Pirlet, dira même avoir redouté à terme la disparition des conseillers écolos masculins. Bon, il pouvait se rassurer, seules 9 ou 10 femmes sur 51 au conseil communal, 2 écolos sur 6, 19% du conseil, voilà. Mais c'était presque le double de la moyenne nationale, donc c'était effectivement très bien. Les échevines sont au nombre inédit de 3 sur 10, Gilberte Évrard pour le PS, Marie Capras-Parmentier, conseillère provinciale sortante pour le Rassemblement wallon,
qui reçoit les services sociaux et la famille, toujours le CARE, mais qui est dépossédée de ses attributions en cours de mandature pour une vive opposition aux partenaires socialistes. Elle reste donc échevine, mais comme une coquille vide. Enfin, pour écolo, Brigitte Ernst de la Grade, que vous voyez ici, âgée alors de 25 ans, issue d'une famille sociale chrétienne, qui se retrouve propulsée au collège en charge de la participation et des relations avec les quartiers, de la jeunesse et des sports. Alors Florence Pirlet l'a interviewée aussi, et elle a raconté comment elle avait été poussée en fait à candidater comme conseillère, puis imposée par son parti comme échevine, alors qu'elle ne voulait pas vraiment de ce poste. Elle était assistante à l'UNIF à l'époque. Elle dit même en avoir souffert moralement et même parfois somatiquement. Ensuite, de 1989 à 1994, elle a été députée européenne, ce qui là correspondait à ses aspirations, puis coprésidente d'Écolo. Et donc on a ici l'exemple d'une femme qui visiblement a été un peu contrainte à exercer une fonction par souci de féminisation. Mais on peut imaginer aussi que dans un monde moins masculin et un peu plus tard dans la carrière, elle aurait eu des réticences ou des résistances moindres. Les élections de 1988 et 1994 voient la formation d'une coalition plus classique entre PS et PSC. En matière de féminisation, cette période marque une stagnation, voire une régression. Avec 8 puis 7 conseillères, Liège descend sous la moyenne belge et wallonne et fait moins bien que Charleroi, Namur et même Mons, qui avait été le mauvais élève jusque-là. En 1994, le journal Le Soir a titré sur le caractère machiste de la liste socialiste qui ne présentait que 3 femmes dans les 20 premières places. Pourtant, les élections de 1994 sont les premières à se tenir avec des quotas de genre. La loi Smet-Tobac prévoit en effet que les listes électorales devront compter 2/3 de candidats du même sexe au maximum. Mais on dit que pour les communales et provinciales de 1994, comme on a le nez dessus, une mesure transitoire pourra étendre ce nombre aux 3/4. Mais rien n'est dit des places éligibles, et il est donc loisible de présenter toutes les femmes en ordre non utile. De manière plus optimiste, on peut aussi considérer que ces scrutins font émerger une nouvelle génération de femmes politiques à Liège. Chez les libéraux, Christine Defraigne, fille de Jean Defraigne, chez les socialistes, Maggie Hernat, la fille du syndicaliste Jacques Hernat, et Nicole Struvet, qui, à 25 ans, devient la seule échevine des mandatures 1988-2000 à l'état civil et à la population, j'ai envie de dire bien sûr. Elle poursuivra à ce poste jusqu'en 2006, réalisant des scores importants en voie de préférence et très appréciée comme échevine des mariages. Toutefois, elle n'aura pas de parcours parlementaire, contrairement à Maggie Hernat, qui a siégé à 2 reprises au Parlement wallon et communautaire, mais aussi un temps à la Chambre. Quant à Christine Defraigne, elle a siégé au Parlement wallon et communautaire et puis elle a été sénatrice et présidente du Sénat de 2014 à 2018. Cependant, si l'on accepte ces 2 individualités, il est clair que les personnalités féminines de la province de Liège qui émergent dans les années 80-90, soit avant l'application des quotas, ne sont pas issues de Liège-Ville. On pense bien sûr à la hutoise Anne-Marie Lizin, venue de la politique locale, puisqu'elle fut échevine de Bénahin avant les fusions, puis bourgmestre de Huy très longuement, qui s'est distinguée comme députée européenne dans les années 80, secrétaire d'État à l'Europe de 88 à 92, avant une carrière parlementaire nationale, Chambre et Sénat, qui l'a conduite à présider la Haute Assemblée de 2004 à 2007. On pense aussi, et peut-être plus encore, à Laurette Onkelings, fille du député bourgmestre d'Ougré Gaston Onkelings, qui, elle, ne devient conseillère communale de Serein qu'après 2 mandats de députée, qui a été ministre fédérale en 92-93, ministre-présidente de la communauté française, vice-première ministre de 1999 à 2014, gérant des matières comme les affaires sociales, mais aussi des questions plus techniques ou régaliennes, donc moins souvent confiées à des femmes, comme l'emploi et surtout la justice. Interviewée par Juliette Marsin pour son mémoire, elle dira que le fait d'être une femme l'a plutôt protégée d'une certaine violence verbale et même physique du milieu politique et que ce fut pour elle un avantage d'être une jeune femme universitaire au milieu des années 80, à une époque où c'était tout à fait le profil recherché. Elle reconnaîtra aussi avoir subi des remarques désobligeantes, des commentaires genrés, particulièrement celui qui consiste à considérer comme hystérique une femme qui montre fermement sa détermination. Et là, on voit que depuis Lucie Desjardins, il y a quand même certains réflexes qui ont eu la vie dure. Et ça nous amène à la 4e et dernière étape de notre parcours. En 2000, les listes électorales pour les communales ne doivent donc plus compter que 2/3 de candidats du même sexe, ce qui veut dire en clair 1/3 de femmes. À Liège, cela conduit à l'élection de 16 conseillères, soit une hausse conséquente, un quasi-doublement, qui ramène la Cité ardente au niveau de la moyenne nationale, mais toujours en deçà de Namur et de Mons. Le scrutin permet aussi l'arrivée de candidats et candidates de la diversité. Parmi les femmes élues, 7 sont socialistes sur 20 élus socialistes, 4 libérales sur 11, 4 écolos sur 8 et seulement
1 sur 10 au PSC. Il s'agit de Colette Lapaille, qui, conseillère durant 30 ans, 1982-2012, ne sera jamais échevine. Les instances du parti rencontrant quand même visiblement des difficultés à promouvoir des figures féminines à Liège, parce qu'ils en promeuvent ailleurs, mais à Liège, c'est compliqué. L'autre cas un peu patent sera Anne Delvaux, qui, vexée de n'avoir pas été reconduite au Parlement européen, a quitté en 2014 le Conseil communal de Liège, où elle avait été un peu parachutée 2 ans plus tôt pour relancer le parti localement. À partir d'autres villes de la province, on voit bien qu'une ascension a semblé plus aisée. On peut penser, il y a d'autres cas, mais à Marie-Martine Schins à Herve, qui sera ministre communautaire de l'enseignement notamment, ou à Vanessa Matz à Aewaï, sénatrice puis députée. Alors, parmi les nouvelles conseillères communales liégeoises élues en 2000, 2 socialistes et une écolo auront une carrière nationale. Marie-Claire Lambert, qui venait de la gestion du CHR Citadelle, qui est députée de 2003 à 2014. Julie Fernandez, ministre fédérale, parlementaire wallonne, puis députée à la Chambre de 2010 à 2019. Et Nicole Maréchal, ex-conseillère provinciale et députée wallonne, élue en 2000 au Conseil communal, mais qui n'y siège que de 2004 à 2006, puisqu'elle est, avant cela, ministre communautaire de l'aide à la jeunesse et de la santé. Ailleurs dans la province, d'autres femmes entrent à ce moment-là dans des parcours comparables à partir d'un ancrage local. Je pense à Isabelle Simonis à Flémal, qui sera secrétaire d'État au fédéral, députée wallonne et communautaire, puis ministre communautaire en charge notamment des droits des femmes entre 2014 et 2018. Et puis je pense aussi à Christine Montréal, à Esneux, successivement sénatrice, députée régionale et depuis 2019 vice-présidente du gouvernement wallon. Parmi ses compétences, les droits des femmes, mais aussi l'emploi, la santé, l'action sociale, donc du CAIR, mais pas seulement. Au même moment, enfin, d'autres femmes vont émerger comme parlementaires ou comme ministres sans nécessairement partir d'un ancrage local ou avoir un ancrage local fort, comme Marie-Dominique Simonet, qui venait de la direction du port autonome de Liège, du côté du CDH à l'époque, et Muriel Jerkens, députée écolo de 1999 à 2018. Alors en 2006, un décret wallon est venu durcir les quotas de genre dans la composition des listes. L'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 et les 2 premiers candidats ne peuvent pas être du même sexe. Est-ce que cela se traduit par une augmentation du nombre d'élus? Oui, puisque l'on passe de 16 à 18 conseillères, mais il est surtout intéressant de constater que Liège fait désormais jeu égal avec les autres villes wallonnes. En revanche, en 2012, sous la même législation, une stagnation intervient. 17 conseillères, 35%, alors que Mons et Namur suivent une courbe vraiment ascendante, 40% pour Mons, 48% pour Namur. Au Parti socialiste, l'arrivée de la députée européenne Véronique de Keyser au Conseil communal peut être mentionnée. Par ailleurs, on a une nouvelle génération de femmes qui émergent lors de ces 2 scrutins, avec Elisabeth Frépon et Diana Nikolic au MR, Véronica Cremasco, Bénédicte Heinrichs et Sarah Schlitz, elle c'est 2012, les autres c'est 2006 pour Écolo. En 2006, Bénédicte Heinrichs était tête de liste, donc paramétrée bourgmestre pour les Verts, mais avec quand même peu de chances de le devenir. Alors on pourrait en déduire qu'à Liège, plus qu'ailleurs, on répond sans plus aux injonctions légales. Selon les politologues Petra Mayer et Dries Verlet, les facteurs incitant à aller au-delà de critères imposés sont l'idéologie du parti, ce qui est particulièrement vrai chez Écolo, le nombre de places à pourvoir, il est plus facile d'imposer des femmes quand les places sont nombreuses, la présence de femmes au sein des sections locales de partis, mais plus encore le nombre de femmes élues précédemment dans l'Assemblée concernée. Pour Jean-Benoît Pilet et Stéphane Fierce, le fait que les listes soient confectionnées par un groupe restreint de mandataires et de dirigeants de partis influe sur la visibilité accordée aux femmes. Les faiseurs de listes étant surtout des hommes, ils ne sont pas toujours prêts à être menés au combat par des femmes, dont ils sont par ailleurs convaincus qu'elles feront moins de voix, qu'elles ont moins de capital politique. Ensuite, ils s'appuient à la fois sur le manque d'expérience des femmes et sur leur difficulté supposée à concilier vie privée et vie politique pour les reléguer plus loin sur la liste. La question de la maternité potentielle et du partage des tâches est effectivement centrale et nombre de femmes s'auto-excluent pour cette raison. Il s'agit en fait d'un sacrifice qu'un certain nombre d'entre elles ne veulent pas faire, alors que la politique locale se pratique encore beaucoup en soirée et dans des lieux festifs pour lesquels il convient d'avoir un bon appétit et souvent une bonne résistance aux boissons fortes, même si la société évolue quand même. Alors bien sûr, la présence et même la position sur une liste n'entraînent pas forcément le succès électoral. Les voix de préférence sont prépondérantes, les électeurs sont libres
de faire leur choix. Et d'une manière générale, on constate que les partis classiques présentent une proportion de femmes inférieure parmi leurs élus que parmi leurs candidates. Le PTB est à l'équilibre, tandis que, comme on le notait déjà dans les années 80, Écolo connaît le phénomène inverse. C'est ce que montre Cédric Istas. En 2006, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes avait tenté d'éprouver diverses hypothèses et avait conclu qu'il n'y avait pas de lien tangible entre le revenu moyen ou le taux de chômage dans une commune et le nombre de femmes élues. Mais qu'en revanche, ce nombre augmentait avec le nombre de sièges à pourvoir et le caractère urbain, donc plutôt dans les grandes villes, et avec le taux de création d'entreprises. Mais toutes ces théories ont dû être réévaluées et adaptées dans le contexte des élections communales de 2018, car la donne légale a de nouveau changé. Selon un décret wallon de 2013, complété par un autre de 2017, les partis doivent désormais appliquer la fameuse tirette, un homme, une femme, les listes Shabada, en confectionnant ces listes. Mais dans le même temps, l'effet dévolutif de la case de tête disparaît, ce qui peut desservir aussi les candidates féminines. 22 élus sur 49 à Liège, vous voyez que cela fait 45%, ce qui porte la ville à égalité avec Namur et 5 à 10% au-dessus de Mons et Charleroi. Alors j'ai beaucoup parlé du conseil communal, 2 mots du collège. De 2000 à 2018, 2 femmes y siègent sur 8 échevins. Nicole Struvet, remplacée à l'état civil par Julie Fernandez en 2006, et Maggie Yerna. À partir de décembre 2005, un décret wallon impose la présence des 2 sexes dans les collèges communaux et provinciaux. Si le collège communal répondait déjà à cette exigence, il n'en allait pas de même de la province, qui ne connaîtra la première députée provinciale de toute son histoire qu'en 2006, avec l'AMR Anne Chevalier. En 2017, un nouveau décret wallon impose qu'1 tiers au minimum des membres des collèges soient de même sexe. Après ces élections de 2018, le collège provincial de Liège a dès lors accueilli non plus 1 mais 2 députés sur 5, la socialiste Muriel Brodure-Ouillin à l'enseignement notamment et l'AMR Cathy Firquet qui avait remplacé Anne Chevalier dès 2012 à la santé, aux affaires sociales et au budget. Au collège communal, on est allé plus loin puisque la parité s'est imposée si l'on exclut le bourgmestre et le président du CPAS. 4 échevines sur 8, la première échevine, Christine Defraigne, est maire, les 2 socialistes, Maggie Yerna et Julie Fernandez, 2e et 3e échevine, et enfin une seconde maire, Elisabeth Frépon, 7e échevine. Cette parité n'a pas fait l'objet d'une communication politique particulièrement soutenue, mais elle est un indicateur d'une volonté de changement de 2 partis qui n'ont pas toujours donné l'exemple. Mais on peut aussi se dire que ces femmes échevines se sont progressivement imposées d'elles-mêmes par leur action au conseil, au collège sous les précédentes mandatures et par leur score en voie de préférence. Dans une récente étude, Geoffrey Grandjean a démontré que la représentation politique des femmes dans les collèges communaux wallons était favorisée 1. Dans les grandes villes, 2. par la présence d'écolos dans la majorité et 3. dans les communes qui ont un niveau socio-économique élevé. Force est de constater que Liège est donc volontariste puisqu'elle ne rencontre qu'1 critère sur 3. Aujourd'hui, à la veille d'un nouveau scrutin, quels sont les grands défis qui se présentent encore aux femmes en politique et particulièrement en politique liégeoise? Assurément le poste de président du collège provincial ou plus symbolique encore celui de bourgmestre, qui reste effectivement un bastion masculin comme le montre bien ce tableau. La politologue Émilie Van Haute estime qu'il existe un phénomène de pyramide entre le mandat de conseiller, d'échevin et de bourgmestre. Le temps doit donc faire son œuvre et permettre à la nouvelle génération de femmes politiques locales de se déployer. Mais la longévité en politique est moins féminine que masculine. Les femmes raccrochent plus rapidement ou commencent une carrière plus tard quand les enfants sont plus grands. Et cela influe sur le nombre de celles qui peuvent prétendre au majorat. Statistiquement, c'est au MR que l'on rencontre actuellement le plus de femmes bourgmestres en Wallonie, 26,3%, une différence importante avec les autres partis, 16,7% pour Écolo, 16,1% pour les engagés et seulement 13,2% pour le Parti socialiste. Néanmoins, historiquement, et je n'ai pas pu les citer toutes ici, bien sûr, les femmes bourgmestres ayant marqué la province de Liège sont plutôt sociales chrétiennes, comme Pierrette Cahet à Visé, qui est ensuite devenue MR, Georgette Charlier à Lantin, puis Juprel, et c'est toujours aujourd'hui une femme engagée qui dirige Juprel, Christine Servas, Rose Mestrio-Brouers à Dahlem, ou alors des socialistes comme Anne-Marie Lizin, déjà citée du côté de Oui, Linda Musin à Fléron, Isabelle Simonis à Flémal ou Muriel Tarnion à Verviers. D'autres pouvaient aussi être mentionnés. Il s'agit dans la plupart des cas de villes moyennes ou d'une commune rurale pour ce qui concerne Juprel. Pour la métropole provinciale,
c'est apparemment quand même plus compliqué. Et enfin, cette illustration est issue de l'intelligence artificielle. Le deuxième grand défi pour la politique belge en général sera la prise en compte non plus de la dualité de genre, mais bien de la pluralité des identités genrées. Et plusieurs travaux, notamment une thèse en Sciences Po qui est en cours, celle d'Elisa Crosset, traitent de la question de la non-binarité. Comment reconnaître, comptabiliser, intégrer celles et ceux qui refusent de se voir assigner un des deux genres dominants. Et en cela, le décret wallon de 2017, qui demande 1/3 de membres de chaque sexe au minimum sur les listes, a été assez prévoyant et a en quelque sorte ouvert une porte. Alors, mesdames, messieurs, 2024 est une super année électorale. Les partis sont dans les starting blocks, ils sont en train de peaufiner leurs listes, les tractations vont bon train. Pour les communales, c'est à l'automne que les jeux seront faits, mais déjà, nous pouvons ensemble ouvrir les paris. Combien de femmes conseillères communales à Liège? Combien d'échevines et à quel poste? Quant au majorat, sans doute ne faut-il pas trop qu'une femme y compte cette fois-ci encore. Après tout, 2 miracles ne peuvent pas arriver simultanément et il paraît que le tram va bientôt rouler. Je vous remercie pour votre attention.